Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Sean Ryan, auteur et également fondateur et directeur général du China Market Research Group. Merci d'être venu dans l'émission. C'est un vrai plaisir d'être ici, Glenn. J'ai beaucoup apprécié plusieurs de vos invités précédents, comme Jeffrey Sachs et John Mearsheimer, donc je suis honoré d'être parmi vous. Merci de me donner l'occasion de proposer une perspective différente de celle de nombreux Américains, puisque j'ai vécu en Chine pendant la majeure partie des 28 ou 29 dernières années. J'ai peut-être une vision un peu différente de ce que l'on entend habituellement dans les médias traditionnels. J'apprécie cela. Et encore une fois, les experts de la Chine d'il y a 10 ans, la Chine de 2016, observaient un pays très différent. C'est plus la même Chine aujourd'hui. On voit les technologies évoluer rapidement, la Chine changer rapidement, et en effet, le monde évoluer rapidement aussi. C'est pourquoi j'ai pensé qu'une bonne question d'ouverture serait: quelles sont, selon vous, les principales opportunités et les principaux défis à ce stade du développement économique de la Chine? Car, encore une fois, l'économie est très différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Oui, c'est un excellent point. Je pense que la Chine de 2016 et la Chine de 2026 sont complètement différentes. Et je vais répondre à ta question sur certains des défis comme l'immobilier, l'anxiété des consommateurs et la bombe démographique à retardement. Il y a clairement des problèmes auxquels l'économie est confrontée. Mais je pense que lorsque tu regardes beaucoup d'autres émissions, comme China File de l'Asia Society, ils font venir de nombreux experts de la Chine. Ils invitent des personnes d'Europe ou des États-Unis qui ont vécu en Chine pendant 10 ou 15 ans, voire plus longtemps. Mais voilà le problème, Glenn. Beaucoup de ces personnes ont quitté la Chine en 2015 ou 2016 et elles y sont à peine retournées depuis. Tu vois quelqu'un comme Jeremy Goldkorn qui faisait le podcast Sinica. Je ne suis pas sûr qu'il soit revenu au cours des 10 dernières années. Bill Bishop n'est revenu qu'une ou deux fois ces dernières années. Donc je pense que l'une des choses qui se passe, Glenn, c'est que les dirigeants politiques et les gens d'affaires du monde occidental sont influencés par des personnes disposant d'informations dépassées. Quand on regarde l'économie aujourd'hui, il y a seulement un an, en janvier 2025, je rencontrais certains des hommes les plus riches du monde, des milliardaires de fonds spéculatifs, des PDG d'entreprises du Fortune 500. Je me souviens de l'un d'eux qui était très optimiste à propos de la Chine en 2016. Il m'a dit l'année dernière que la Chine était non investissable et qu'il n'y investirait plus jamais, parce que les informations qu'il reçoit, selon moi, sont obsolètes. Et si tu regardes bien, Glenn, l'année dernière, les marchés boursiers chinois ont été les deuxièmes plus performants au monde après ceux de la Corée, avec une hausse de près de 30%. Donc la clé, c'est d'obtenir des informations fiables. Maintenant, quelles sont mes inquiétudes concernant l'économie? Avant tout, je suis assez préoccupé par l'immobilier. Les prix du logement ont chuté de 30 à 40% dans les villes de premier rang et parfois encore plus dans les villes de troisième, quatrième et cinquième rang. Le problème n'est pas une crise financière. Nous n'allons pas revivre une situation comme en 2008 ou 2009. Une crise comme celle que nous avons connue aux États-Unis, lorsque des banques comme Lehman ou Bear Stearns s'effondraient et qu'il existait une menace financière systémique. Ce qui se passe à la place, c'est la stagnation, car contrairement aux États-Unis à l'époque, la plupart des Chinois ont versé entre 50 et 100% d'acompte sur leur logement. Leurs prêts hypothécaires ne sont pas sous l'eau, donc on ne voit pas de vente panique. On ne voit pas de gens baisser les prix de 70% juste pour conclure une vente.
Ce qui se passe, Glenn, c'est que le volume est anémique. On peut voir une maison mise sur le marché et il faut 1 an, voire 1 an et demi pour la vendre. C'est un problème, car auparavant, entre 30 et 35% de l'économie dépendait de l'immobilier dans les années 2010. Le premier problème auquel nous faisons face, c'est que, comme une grande partie de la richesse chinoise est immobilisée dans le logement, les gens ne se sentent pas aussi riches, ce qui explique pourquoi ils ne sortent pas pour dépenser. Mais le problème plus profond, c'est cette anxiété générale qui touche le pays. Certains acteurs influents n'investissent plus. Ils ne créent plus d'entreprises comme ils le faisaient dans les années 2000 et 2010. Pour moi, Glenn, c'est là le plus grand enjeu. Il faut restaurer la confiance du consommateur chinois. Parce qu'encore une fois, les ménages chinois détiennent 20 000 milliards de dollars américains d'épargne. Les gens ici ne sont pas pauvres, ils ne sont pas paniqués. Il n'y a pas de menace financière systémique, mais ils serrent les cordons de la bourse et ne dépensent pas leur argent. C'est le problème que la Chine doit résoudre, car cela a un effet de spirale descendante sur les jeunes Chinois. Des gens qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas avoir d'enfants, ce qui créera un problème démographique dans 20 ou 30 ans. Il y a donc de vrais défis, mais ce n'est pas aussi grave que ce que disent ceux qui sont partis en 2015 ou 2016. Et c'est pourquoi, si vous m'aviez écouté en janvier de l'année dernière, vous auriez gagné énormément d'argent sur les marchés boursiers chinois. Eh bien, quelles sont alors les principales opportunités? Comme vous le soulignez, les gens auraient pu gagner beaucoup d'argent, car la Chine a vraiment misé sur ses politiques industrielles, en développant l'IA, les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les technologies vertes. Où pensez-vous que se situe actuellement l'effort principal pour le leadership mondial? Car lorsque vous dites « la Chine », une partie de cela est bien sûr subventionnée et soutenue par le gouvernement de diverses manières, mais une grande partie est aussi organique, répondant à l'orientation du marché. Alors, que regardez-vous en ce moment? Eh bien, c'est une excellente question. Je pense que si l'on y regarde de plus près, je vais répondre d'un point de vue géopolitique. À mon avis, la Chine est en réalité un partenaire plus naturel pour les États-Unis que ne l'est la Russie. Je crois que dans le monde occidental, on a tendance à voir la Chine et la Russie comme des alliés inséparables. Mais je pense en fait qu'il existe beaucoup de méfiance entre elles. Ces deux pays se sont rapprochés davantage par nécessité, parce qu'ils estiment que les États-Unis et l'OTAN cherchent à déstabiliser et à contenir la Chine. Et on l'a bien vu, n'est-ce pas? On l'a vu avec Joe Biden imposant des sanctions économiques et des contrôles à l'exportation sur les industries de haute technologie. On l'avait déjà vu auparavant avec Trump menaçant le Venezuela. Et maintenant, bien sûr, il n'est plus le président en exercice du Venezuela. Il y a une question à savoir s'il permettra aux Vénézuéliens de continuer à vendre du pétrole aux Chinois. Environ 4% du pétrole total de la Chine provient du Venezuela, donc ce serait un vrai coup dur pour eux. Alors la question, Glenn, est la suivante. Que devrait faire la Chine? Dès la première administration Trump, elle a décidé de se concentrer sur l'innovation indigène et l'autosuffisance. Ce n'est pas seulement pour les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle, c'est pour tout. La Chine achète beaucoup de bœuf au Brésil et en Argentine, mais elle cherche maintenant à développer ses propres troupeaux dans la province du Shandong. Elle a aussi acheté beaucoup de soja au Brésil, et elle cherche désormais d'autres sources. Au lieu d'acheter des myrtilles et des produits de la mer à l'Australie, on voit maintenant que la Chine construit d'immenses plantations ou champs de myrtilles et de fraises dans la province du Yunnan.
Donc, pour répondre à ta question, la première chose, et c'est vraiment malheureux pour les entreprises occidentales, c'est que la réalité, c'est que les entreprises chinoises commencent à se concentrer sur l'autosuffisance. Parce qu'il y a la crainte que le monde occidental sanctionne la Chine comme il a sanctionné la Russie et qu'elle ne puisse alors plus accéder à certains produits. Donc encore une fois, le bœuf, les myrtilles, mais plus important encore, Glenn, c'est la technologie. Tu sais ce que nous avons vu dans le monde de demain? C'est que celui qui contrôle l'intelligence artificielle, celui qui contrôle les semi-conducteurs et définit l'architecture technologique et les normes techniques, détiendra un pouvoir immense. Et si Trump ou Biden, quel que soit le prochain président, continue d'imposer des restrictions à l'exportation sur les puces Nvidia, cela va détruire l'économie chinoise. Donc, le meilleur endroit pour investir en ce moment, c'est la technologie chinoise. Vous voyez des entreprises comme Minimax et Cambricon, ce sont les versions chinoises de Nvidia. Et voici le point important. Regardez quelqu'un comme Eric Schmidt ou Sam Altman. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, disait il y a 1 an et demi que la Chine avait 10 ans de retard sur les États-Unis en matière d'intelligence artificielle. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, disait que la Chine avait 2 ou 3 ans de retard. Juste après cela, Glenn, DeepSeek est apparu, et vous avez vu Alibaba, Baidu, des tonnes d'entreprises chinoises émerger avec des technologies qui ont pris ces gens par surprise. Parce qu'ils reçoivent leurs informations d'observateurs de la Chine qui n'y sont pas allés depuis 10 ans. Et donc, vous savez, j'aime l'Amérique. Je suis américain. Je ne veux pas voir l'Amérique souffrir. Je ne veux pas voir la Chine souffrir. Mais pour que l'Amérique réussisse, elle ne peut pas sous-estimer les capacités d'innovation de la Chine. C'est une excellente chose pour les investisseurs, si vous êtes autorisé à investir. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'ils ont interdit à de nombreux fonds de capital investissement et à certains fonds communs de placement d'acheter ces actions technologiques chinoises. Donc, vous allez y perdre si vous êtes un investisseur américain. C'est une belle opportunité pour la Norges Bank, pour vous, là-haut en Norvège, qui n'avez peut-être pas les mêmes contraintes politiques, et vous pourriez investir dans les innovations locales chinoises. Oui, il y avait cette expression dans les années 2010. Les États-Unis innovent, la Chine copie et les Européens réglementent. Eh bien, les Européens réglementent toujours. Mais l'idée de la Chine comme imitatrice, comme ingénieur inverse, essayant de rattraper son retard, tout cela semble très 2010-2012. Je ne sais pas, j'ai l'impression que cette époque est derrière nous. Quand on va en Chine aujourd'hui, beaucoup d'entreprises technologiques y sont des innovatrices. Je pense qu'une partie de cette rhétorique relève simplement du discours rassurant, du genre « Eh bien, ils ne peuvent que tenter de nous rattraper, c'est tout ce qu'ils peuvent espérer ». Je pense que cette hypothèse est très néfaste. J'ai écrit un livre, Glenn, en 2014, intitulé « La fin de la Chine copieuse », et j'y ai prédit que la Chine deviendrait une puissance de l'innovation. La Silicon Valley s'est moquée de moi. Je veux dire, j'ai été ridiculisé dans la presse par les gens de la Silicon Valley. Voici le point essentiel. La Chine dispose du capital, du soutien du gouvernement, de l'écosystème et surtout des ingénieurs. Elle va donc rattraper, voire dépasser les États-Unis dans de nombreuses technologies. Maintenant, ce qui se passe en Amérique, et c'est à leur crédit, c'est que les Américains ont davantage de capital risque. C'est pas facile, mais si vous avez une excellente idée, vous pouvez lever des fonds d'amorçage. Ce n'est pas aussi simple en Chine. Il n'y a pas cette atmosphère de capital risque innovant comme à la Silicon Valley ou à Austin, au Texas. Ce que la Chine fait très bien, ce n'est pas inventer, mais c'est prendre d'abord quelque chose que les Américains ont fait en premier, y injecter énormément d'ingénierie et
Avant, c'était l'innovation du modèle économique. Aujourd'hui, c'est vraiment l'innovation technologique. Mais ils rattrapent leur retard très vite. Et si on y regarde de plus près, le magazine Nature vient de publier une liste des meilleures universités du monde en technologie et en IA, et presque toutes se trouvent actuellement en Chine continentale. Je pense qu'un diplôme de l'université du Zhejiang ou de Tsinghua vaudra plus qu'un diplôme de Harvard ou du MIT dans 10 ans, car la Chine est en train de transformer les programmes scolaires, tandis que les États-Unis sont encore englués dans le système de titularisation. Par exemple, j'ai étudié à Harvard, et certains de mes professeurs y sont encore, 25 ou 30 ans plus tard, à répéter les mêmes idées fausses sur la Chine et la technologie aujourd'hui. Je pense qu'un bon exemple de cela remonte à 2011. Elon Musk avait alors fait une remarque désobligeante et ri de l'idée que la Chine puisse construire des voitures électriques. Il faisait référence à BYD. Et aujourd'hui, BYD est en réalité plus grand que Tesla. C'est vraiment stupéfiant à voir. À l'époque, presque personne n'avait entendu parler de voitures fabriquées en Chine. C'était pratiquement inexistant. Et puis, soudainement, venues de nulle part, elles sont devenues les principaux producteurs et ont pris un rôle de leadership remarquable. C'est tout à fait extraordinaire de voir à quelle vitesse cela s'est produit. Après des décennies de domination du marché par les voitures occidentales, japonaises et coréennes, toutes se retrouvent soudainement reléguées au second plan. C'est vraiment extraordinaire. Absolument. Absolument. Oui, absolument. Je viens tout juste d'arriver de Thaïlande hier soir. Et si vous allez à Singapour, BYD a remplacé Toyota et BMW comme plus grands vendeurs de voitures là-bas. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai réservé une voiture haut de gamme sur Grab, qui est la version thaïlandaise ou d'Asie du Sud-Est d'Uber. Je m'attendais à voir une Toyota. À la place, j'ai eu une BYD. Donc même les Thaïlandais considèrent désormais BYD comme une entreprise haut de gamme. Et je pense encore une fois qu'il y a eu beaucoup de critiques disant que tout cela repose sur des subventions, que le gouvernement chinois utilise des avantages déloyaux. Mais voilà, quand on regarde Tesla et SpaceX et Elon Musk, c'est un grand innovateur révolutionnaire. Mais sans les subventions du gouvernement américain, Tesla n'existerait pas. Je pense donc que l'un des problèmes, c'est que l'Amérique en particulier critique la Chine pour certaines choses, que ce soit les subventions, la dissuasion militaire ou autre, mais qu'en réalité, elle fait à peu près la même chose. Il se peut même que les Américains le fassent 1 million de fois pire en matière de subventions et de coercition économique. Et je pense qu'il faut aussi regarder du côté des constructeurs automobiles allemands et américains qui n'ont pas écouté leurs équipes sur le terrain et n'ont pas compris à quelle vitesse ces changements se produisaient. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas été prévenus. Je vais te donner 2 exemples, Glenn. Juste avant que le Covid ne frappe, j'ai rencontré le PDG mondial de l'un des plus grands constructeurs automobiles de Detroit. Je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, « Écoutez, vous devez collaborer avec des entreprises comme Huawei, Alibaba et Tencent et essayer de créer un écosystème technologique autour de vos voitures, car les Chinois ne vont plus considérer les voitures comme des merveilles d'ingénierie, mais comme des téléphones portables sur roues. » Et ce PDG mondial n'avait jamais entendu parler d'Alibaba ni de Tencent. Imagine une entreprise chinoise disant qu'elle n'a jamais entendu parler de Google ou de Facebook. Ce type était incroyablement ignorant. Le deuxième exemple, c'est que j'ai dit que les Chinois allaient adopter les véhicules à énergie nouvelle et les nouvelles technologies. Et ce type me payait environ $10 000 de l'heure pour parler. Et toute notre conversation est passée des véhicules à énergie nouvelle à la question de savoir si les Chinois voudraient des écrans tactiles dans leurs voitures.
Et alors, devait-ce être 9 pouces, 11 pouces ou 13 pouces? J'essayais donc de prévenir ce PDG de Detroit il y a, disons, 6, 7 ou 8 ans, mais il n'en avait aucune idée. Et puis Volkswagen était probablement encore plus ignorant d'une certaine manière, parce que pendant le Covid, beaucoup de leurs dirigeants, les Allemands, étaient basés ici. Et le Covid a été rude. Il n'était pas facile de vivre en Chine à cette époque. Ils avaient environ 4 ou 5 douzaines de dirigeants. Ceux qui étaient venus ici n'ont pas supporté la situation et ont voulu retourner en Europe. Or, ils avaient été embauchés par les partenaires de la coentreprise en Chine, ce qui signifiait que s'ils démissionnaient et retournaient en Europe, ils perdaient, je crois, une prime d'environ 50 000 €. Mais surtout, ils n'auraient plus d'emploi. La coentreprise ne pouvait pas les réintégrer chez Volkswagen. Donc beaucoup de ces types se disaient « Je vais démissionner, mais je vais d'abord chercher un autre poste ». Ils ont donc passé un an et demi, non pas à se concentrer sur Volkswagen en Chine, mais à s'occuper de placer leur famille dans les bonnes écoles et de trouver les bons emplois en Europe. Et c'est pour cela que Volkswagen et Porsche se sont complètement effondrés en Chine, n'est-ce pas? Les ventes de Porsche ont chuté de 40% par rapport à leur sommet. Ce n'est donc pas que la Chine pratique des subventions déloyales. C'est plutôt, à mon avis, que beaucoup de marques occidentales ignorent ce qui se passe réellement sur le terrain et refusent d'admettre, comme Elon Musk l'a fait il y a 10 ans, la rapidité avec laquelle les entreprises chinoises montent en gamme en termes de qualité. Eh bien, on peut excuser les gens de ne pas savoir mieux, car comme vous l'avez dit, tout va très vite. Les personnes qui connaissaient la Chine avec assurance, il y a seulement quelques années, ont du mal à admettre qu'elles ne la connaissent plus. Et c'est un vrai problème. Je pense que vous avez raison aussi. On présente souvent la Silicon Valley comme un endroit où il suffit de laisser les gens innover, de ne pas les déranger, et ils créeront des choses extraordinaires. Ce qui est vrai, il y a là-bas beaucoup de gens brillants. Mais il est tout aussi vrai que la Silicon Valley a été massivement subventionnée, parfois indirectement, par des contrats gouvernementaux et militaires. Elle n'est pas apparue de nulle part. Donc oui, c'est un bon point. Mais laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Palantir a été soutenu par la branche de capital risque de la CIA. Palantir et Alex Karp sont devenus milliardaires, mais presque toute leur activité repose sur la vente au gouvernement. J'étais récemment à Dubaï, et l'homme assis à côté de moi au Park Hyatt, où il séjournait, travaillait pour Palantir et effectuait des missions pour le gouvernement local. Donc vous savez, il existe beaucoup de subventions pour les sous-traitants militaires. Palantir, Anduril, probablement Skydio. On voit ces entreprises, elles existent toutes grâce aux contrats militaires. Et c'est pour cela qu'on observe une porte tournante entre Washington et ces entreprises. Prenez quelqu'un comme Mike Gallagher, qui était membre du Congrès et l'un des principaux faucons anti-Chine au sein du comité du Congrès sur les relations sino-américaines. Il a quitté son mandat en cours de route pour rejoindre Palantir. Donc je pense qu'il existe, je ne veux pas parler de corruption, mais bien une porte tournante entre la Silicon Valley et Washington, où l'on tire profit de la peur entretenue autour de la Chine et de ces guerres sans fin que nous menons en Amérique. Mais souvent, lorsque l'on entend parler de l'économie chinoise aujourd'hui, c'est dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a seulement quelques années, on disait que les États-Unis allaient briser l'économie chinoise en freinant son développement technologique. Une grande partie de ce récit était soutenue, je crois, par l'ancien PDG de Google. L'hypothèse était que les géants technologiques chinois ne pouvaient pas survivre sans la technologie américaine.
C'était particulièrement vrai pendant la première administration de Trump. Mais aujourd'hui, on voit ces bulles de l'IA se former aux États-Unis, tandis que la Chine s'oriente davantage vers l'autosuffisance. Comment cela s'est-il produit et comment expliquez-vous cette évolution? How did this happen? And well, how to explain this development? Eh bien, je pense encore une fois que la Chine était dos au mur. Si elle n'avait pas misé sur l'innovation indigène, si elle ne s'était pas concentrée sur l'amélioration du secteur de l'éducation, alors la Chine aurait été contenue et déstabilisée. Et c'est pourquoi, au cours des 6 ou 7 dernières années, les 10% les plus riches en Chine ont connu une performance économique et un moral faible. En partie, cela vient du gouvernement chinois lui-même. Ils ont sévi contre Alibaba et Tencent. Et je pense que c'était une excellente chose. J'ai d'ailleurs tout un chapitre à ce sujet dans mon livre The Split, où je soutiens que la répression du secteur technologique a été bénéfique, car elle a créé des opportunités pour de petits dragons d'émerger, comme Douyin, Pinduoduo ou Kuaishou. Je pense que le duopole de Tencent et d'Alibaba a étouffé l'innovation dans le pays pendant 10 ou 15 ans. Le gouvernement a donc eu raison de sévir, mais il est allé trop loin et franchement, il ne s'est pas bien expliqué, non seulement auprès de la communauté internationale des investisseurs, mais aussi auprès du monde des affaires locales. Je pense donc que les Chinois ont perdu une grande partie de leur esprit d'entreprise à cause de cela. Et puis ils ont eu peur. Ils ont eu peur que les États-Unis, sous Biden, cherchent à contenir la Chine, comme l'Amérique a contenu Cuba, l'Iran et la Corée du Nord depuis des générations. Ainsi, les Chinois, vous savez, disposent de 20 000 milliards de dollars d'épargne des ménages, mais ils ne dépensaient tout simplement pas cet argent. Ils le gardaient pour les jours difficiles, au cas où la situation géopolitique continuerait de se détériorer. Sous Biden, il y avait une véritable crainte que, quoi que fasse la Chine, tout soit perçu comme une guerre idéologique. Vous savez, les démocraties libérales contre les nations communistes autoritaires, les gentils contre les méchants, les cow-boys contre les Indiens. Et donc ces 10% de Chinois aisés étaient assez inquiets et ne dépensaient pas leur argent. Mais ce que nous avons observé, Glenn, et c'est pourquoi je suis devenu plus optimiste en janvier dernier, c'est l'apparition de signes de reprise et d'un nouvel élan. On a vu sortir Deep Sea, Cobra Kong et The Wandering Earth 2, qui est le film le plus vendu de tous les temps en Chine, avec environ 2 milliards de dollars de recettes. On constate que la Chine, au cours des 6 à 12 derniers mois, a enfin réussi à surmonter une partie de ses sanctions et de ses contrôles à l'exportation. Ce ne sera pas facile, vous avez raison. Je ne suis pas optimiste sur la Chine sur le plan économique en ce moment. On ne verra pas de croissance à 8% ou 10%. Elle ne connaîtra pas un boom comme dans les années 2010. Mais l'économie est stable, elle est solide, et il existe des secteurs où l'on peut investir et gagner de l'argent. Plus important encore, la situation est bien meilleure que ce que beaucoup de gens dans le monde occidental imaginent. Et c'est pour cela que la Chine est en train de gagner la guerre commerciale contre les États-Unis, n'est-ce pas? Comme l'a dit Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, l'Amérique a toutes les cartes en main. Mais voilà, Glenn, tout ce que l'Amérique peut fabriquer et vendre aux Chinois. Les Chinois peuvent fabriquer ces choses eux-mêmes, comme les semi-conducteurs, ou bien les acheter ailleurs. Ainsi, au lieu d'acheter du pétrole américain, ils en achètent au Canada. Au lieu d'acheter du soja aux États-Unis, ils en achètent au Brésil et en Argentine. Au lieu d'acheter du bœuf américain, ils en achètent en Australie. La deuxième partie concerne le volume total des exportations. La Chine n'est plus vraiment une économie axée sur les exportations. C'est plutôt une économie domestique. Les exportations de la Chine vers les États-Unis ne représentent qu'environ 2 à 2,5% du PIB total.
Cette stratégie de choc et effroi de Scotty Bessent et Trump dans la guerre commerciale était donc mal orientée. Elle a échoué. Je connais Scotty, pas très bien, mais je le conseillais quand il était chez Soros Capital. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était vers 2012 ou 2013. Même à cette époque, il sous-estimait la Chine. Il disait que la Chine est une nation communiste et qu'elle s'effondrerait forcément parce qu'elle est communiste. Alors quand on a des idéologues comme lui à la tête de la guerre commerciale, à la tête de notre politique économique étrangère, et qu'ils n'ont pas une analyse claire, solide, pragmatique et non idéologique de la Chine, ils nous entraînent dans la mauvaise direction. C'est pour cela que la Chine prospère aujourd'hui et que les États-Unis ont échoué jusqu'à présent dans la guerre commerciale. Oui, non, je l'ai déjà entendu faire cet argument. Je pense qu'il s'agit clairement d'une référence à un argument qui a déjà été avancé par le passé. Mais dans cette guerre commerciale, il semble que Trump comptait sur le succès des droits de douane. Et en effet, en imposant des tarifs à la Chine, oui, ce sont les consommateurs américains qui en paient le prix. Mais encore une fois, l'objectif principal serait de donner aux entreprises américaines un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises chinoises, puisque le consommateur doit payer le tarif pour acheter chinois. Alors, comment voyez-vous le succès des tarifs américains ou leur absence de succès? Je pense que les droits de douane sont un échec total, non? Maintenant, ils n'ont pas eu autant d'effet sur l'inflation que les gens le pensaient, ni autant que je l'avais prévu. La raison, c'est que Trump a fait beaucoup d'exceptions, Glenn. Donc on ne voit pas le plein tarif de 48 à 50% contre la Chine ou l'Inde. Dans certains secteurs, il est plus faible. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai récemment rencontré le PDG d'une grande entreprise de vêtements. Il faisait auparavant tout son approvisionnement en Chine, mais à cause de la guerre commerciale, il a adopté une stratégie dite « Chine plus 1 ». Il a envisagé de s'approvisionner à Taïwan, oui, une démocratie, donc évidemment les produits fabriqués à Taïwan devraient être les bienvenus en Amérique. L'Inde, n'est-ce pas? Modi est le meilleur ami de Trump et du Vietnam. Alors il a tout déplacé vers ces trois pays. Mais il m'a dit il y a quelques semaines, « Tu sais quoi, Sean? J'ai tout rapatrié en Chine parce qu'il est en fait moins cher d'importer ces vêtements de Chine vers les États-Unis à cause de ces exceptions que depuis Taïwan, l'Inde ou le Vietnam. » Donc la guerre des tarifs, je pense que c'est un peu la stratégie de Trump dans tout. Il fait le choc et l'effroi. Il crie, il rugit, il attend de voir ce qu'il prend. Est-ce que les gens vont réagir? S'il crie un peu plus fort et exerce de la pression, pourra-t-il obtenir ce qu'il veut ou non? Donc comme dans le cas du Venezuela, ils sont faibles, non? Ils n'avaient aucun pouvoir, donc ils ont dû s'incliner. Dans le cas du Danemark, nous verrons bien ce qui se passera. Je pense que je serais très inquiet si j'étais un homme politique danois en ce moment, car je crois que Trump va essayer de s'emparer du Danemark. Mais en ce qui concerne la Chine, c'est elle qui détenait toutes les cartes, n'est-ce pas? En plus de s'être désengagée des États-Unis et des exportations au cours des dernières années, la Chine et l'Inde contrôlent ensemble environ 95% de la production d'antibiotiques. Elles contrôlent environ 90% du raffinage des terres rares et environ 98% du raffinage des aimants de terres rares haut de gamme. Vous savez, la Chine domine le secteur des terres rares qui alimente l'économie mondiale de la consommation, estimée à 7 000 milliards de dollars. Ainsi, en octobre de cette année, la Chine a déclaré à Trump et à Scotty Bessent qui tentaient d'augmenter à nouveau les tarifs douaniers. Alors nous allons imposer des contrôles à l'exportation sur les terres rares et nous ne vous donnerons rien. Et il ne s'agit pas seulement des terres rares, en réalité.
Vous savez, j'ai été l'un des plus grands partisans de l'argent ces derniers mois. Si vous regardez bien, la Chine a imposé des restrictions sur les exportations d'argent vers les États-Unis. La stratégie de la Chine, au cours des 5 à 10 dernières années, n'a pas seulement consisté à contrôler l'extraction et l'accès aux matières premières, mais aussi à développer des capacités de raffinage. Et désormais, la Chine dispose d'installations de raffinage que l'Amérique et l'Europe n'ont pas, des terres rares à l'argent, en passant par le chrome. Et c'est cette stratégie qui donne à la Chine un levier sur les États-Unis. L'Amérique a vraiment fait preuve d'ignorance en ce qui concerne la Chine. Je veux dire, je suis américain, j'aime l'Amérique. Mon emploi de rêve serait d'être secrétaire d'État. J'aime aussi la Chine, mais je comprends la situation. J'ai été interdit de citation par Bloomberg et le Wall Street Journal. Je n'ai pas beaucoup de crédibilité à Washington, D.C., parce que je pense être un réaliste à propos de la Chine. Certains me qualifieraient d'apologiste, mais en réalité, je ne fais qu'exposer la situation telle qu'elle est en Chine et fournir des informations à ceux qui veulent bien écouter. Malheureusement pour l'Amérique, Washington et les médias américains ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Oui. Non. Tout ça, enfin, ce que tu as mentionné, d'abord, il y a eu l'idée du reshoring, ramener la production aux États-Unis. Quand ça n'a pas marché, ils sont passés au friend shoring. Et j'ai entendu la même chose, que ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Dans la mesure où ça a un peu marché, en déplaçant une partie du commerce vers l'Inde, par exemple, les Indiens ont eux aussi développé une dépendance croissante envers la Chine pour produire ces biens. Donc c'est cette tentative de trouver une solution rapide pour écarter la Chine de l'équation, alors qu'elle est le principal ou le dominant fabricant et géant technologique. Cela semble effectivement insensé. Mais avec cette guerre économique, il est évident que les choses ne se passent pas comme Trump l'avait espéré. Comment vois-tu l'Europe dans cette équation, d'ailleurs? Parce que même si l'Europe est un acteur plus passif, elle semble tout de même être l'un des grands perdants de cette guerre commerciale. L'Europe devrait être la grande gagnante de la guerre commerciale. Au lieu de cela, elle en est la plus grande perdante. C'est très frustrant pour moi de voir des personnes comme Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Macron et Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, désormais secrétaire général de l'OTAN. Ils devraient chercher à tirer parti à la fois de l'Amérique et de la Chine. Ils devraient diviser et conquérir ces deux pays, car même si la Chine est la deuxième économie mondiale, si l'on additionne toute l'Europe, elle est presque de la même taille. Donc la Chine a besoin de l'Europe et l'Amérique veut commercer avec l'Europe. Je pense que l'Europe commet une très grande erreur, comme avec les Néerlandais, avec Nexperia et les puces, avec ASML, en se laissant intimider par l'Amérique pour ne pas exporter de machines de lithographie pour semi-conducteurs. Et surtout, la formulation, vous savez, voyez-vous, Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que la Chine allait évidemment pousser la Russie à envahir l'OTAN. Mais il reste curieusement silencieux lorsque Trump s'en prend au Danemark à propos du Groenland. Donc je pense que l'Europe doit adopter une approche plus pragmatique. Elle devrait envisager un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui, à mon avis, est quelque chose que la Chine souhaite. Elle ne devrait pas imposer de droits de douane ni d'interdiction aux entreprises technologiques chinoises comme les véhicules électriques ou Huawei. Au lieu de cela, honnêtement, je ne veux pas être offensant envers l'Europe, mais l'Europe est en train de devenir un pays ou une région en développement. Et je comprends leurs craintes face à l'arrivée des Chinois. Donc, ce que je dirais aux Chinois, c'est « nous voulons de la réciprocité ». Quand nous, l'Europe, étions les pays puissants et que vous, la Chine, étiez pauvres,
Vous avez obligé BMW et Volkswagen à créer des co-entreprises. C'est exactement ce que j'imposerais aux Chinois. Je dirais à Geely, à BYD ou à NIO que s'ils veulent construire et vendre en Europe, ils le peuvent. Et nous n'allons pas leur infliger d'énormes droits de douane, mais nous allons exiger qu'ils créent des co-entreprises avec des entreprises allemandes, hongroises ou polonaises. C'est cela, la réciprocité. Je pense que ce que les entreprises chinoises et le gouvernement chinois veulent, c'est le sentiment qu'ils peuvent investir en Europe, qu'ils sont autorisés à le faire, et qu'ils disposent d'un manuel ou d'un guide sur ce qu'ils peuvent entreprendre. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont peur d'investir, comme avec Nexperia, où ils ont investi des milliards de dollars, sans qu'aucune preuve n'ait montré qu'ils aient fait quoi que ce soit de mal. Les opérations néerlandaises ont été saisies par le gouvernement des Pays-Bas. Vous avez vu Huawei investir récemment une somme considérable en France pour ouvrir une nouvelle usine de fabrication de matériel de télécommunication. Et ils l'ont fermée il y a quelques mois, avant même son ouverture, parce que le gouvernement de Macron annonçait qu'il allait interdire les produits Huawei dans le déploiement de la 6G. Donc, je pense que l'Europe devrait être un partenaire commercial naturel pour la Chine. Les entreprises chinoises veulent y investir, mais elles ont besoin de sentir qu'il existe un véritable état de droit et pas seulement de la xénophobie et de la peur alimentée par la montée de la Chine. L'Europe devrait être la grande gagnante. Je trouve honteuse la manière dont Ursula von der Leyen et Kaja Kallas ont géré les relations avec la Chine au cours de l'année écoulée. Je pense qu'il faut de meilleurs dirigeants. Eh bien, l'avantage, lorsqu'il existe une concurrence technologique entre des pays comme les États-Unis et la Chine, c'est que le transfert de technologie et tout ce qui l'accompagne deviennent des éléments qu'ils doivent négocier lorsqu'ils veulent se disputer les marchés mondiaux. Ainsi, des régions comme l'Europe pourraient bénéficier du fait d'avoir en quelque sorte deux prétendants. Le problème cependant, dans ce nouveau monde multipolaire, c'est que les États-Unis ont intérêt à faire de l'Europe une zone exclusive. Autrement dit, vous ne devriez commercer qu'avec les États-Unis. Et les Européens semblent suivre le mouvement. Ils disent « oui, interdisons Huawei, limitons la présence chinoise en Europe ». Mais pour les Européens, dans un monde multipolaire, s'ils veulent prospérer et rester pertinents, ils devraient en réalité faire le contraire. Ils devraient se diversifier, comme vous l'avez dit auparavant, au sein même de l'Europe. La manière de surmonter cela passe par l'autosuffisance et la diversification, plutôt que par une dépendance excessive à un seul fournisseur ou un seul acteur. Mais c'est précisément ce que les Européens ont fait. Tout cela s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large. La montée en puissance de la Chine étant perçue comme une menace par les États-Unis ainsi que par de nombreux dirigeants européens. Comment percevez-vous certains des conflits actuels qui se déroulent aujourd'hui? Vous avez mentionné le Venezuela tout à l'heure. Quel est l'impact de cela sur la Chine? C'est effrayant, en fait. Je pense que le monde est au bord de quelque chose de très dangereux. Je ne crois pas que Trump aborde la géopolitique de manière réfléchie. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une analyse de type realpolitik, à la John Mearsheimer ou Ash Carter. Stephen Walt, vous voyez, je pense que nous avons, enfin, je ne suis pas psychologue, mais je pense que nous avons un narcissique malfaisant au pouvoir qui prend essentiellement des décisions fondées sur ses propres tendances narcissiques. Partout où il peut exercer du pouvoir, provoquer la peur ou être au centre de l'attention. Et puis, je n'en ai pas la preuve, mais je pense qu'il cherche à en tirer profit pour lui-même et pour ses proches. Voilà. Je veux dire, on voit toutes ces personnes ou entreprises qui lui font des dons à travers des comités d'action politique, et ensuite elles en tirent d'énormes avantages,
que ce soit en s'appropriant TikTok ou en entrant dans la crypto-monnaie. Je pense que nous sommes dans une situation très dangereuse, car Trump ne regarde pas le monde à travers des prismes politiques, géopolitiques ou idéologiques, mais à travers ses propres problèmes mentaux. Et je trouve cela effrayant. Il ne se voit pas comme un président, ni comme un roi, ni même comme un dieu. Je pense qu'il se voit au-dessus de Dieu. Et c'est effrayant. La deuxième chose, c'est que, sous Trump, ces derniers mois, on a vu une volonté d'aller beaucoup trop loin. Ils utilisent la coercition politique et économique sur beaucoup de gens. J'ai donc parlé avec des dirigeants d'Amérique latine et des Caraïbes, et ils sont assez inquiets, n'est-ce pas? Si Trump peut renverser le Venezuela, le président Maduro, et dire que c'est au nom de la lutte contre le narcoterrorisme ou le narcotrafic, la question est alors, pourquoi a-t-il gracié l'ancien président du Honduras, reconnu coupable de narcotrafic? Et vous savez, beaucoup de ces petits pays ont peur que Trump s'en prenne à eux, les arrête, procède à des exécutions extrajudiciaires comme il l'a fait au large du Venezuela, qu'il tue des gens et impose des sanctions aux dirigeants politiques et à leurs familles. Et c'est vraiment ce qui fait peur en ce moment, parce que ce ne sont pas seulement les politiciens, ils s'en prennent aussi aux enfants. Et donc, de nombreux responsables gouvernementaux du Sud global disent « Vous savez, nous ne voulons pas nous opposer à Trump, car nous avons peur que notre enfant, qui étudie aux États-Unis en Californie, soit sanctionné, perde son visa, n'ait plus accès au système bancaire et doive quitter le pays. » Il y a un niveau de peur que je n'ai jamais vu auparavant lorsque je parle à des dirigeants du Sud politique. Je veux dire, ils ont l'habitude d'être soumis à des pressions de la part de l'Amérique, ils ont l'habitude d'être soumis à des pressions de la part de la Chine. Mais au cours des 3 à 6 derniers mois, nous avons observé une coercition beaucoup plus directe, presque brutale, exercée sur les responsables politiques. Je veux dire, on le voit même avec la CPI, n'est-ce pas? Le procureur en chef a perdu son accès à Microsoft. Et donc, il a perdu tous ses emails, n'est-ce pas? Vous voyez Carrie Lam, qui était la chef de l'exécutif de Hong Kong pendant les émeutes et les attaques terroristes de 2019, elle a été sanctionnée. Les banques chinoises ne voulaient même pas l'accepter, ni lui permettre d'avoir des comptes, donc elle devait être payée en espèces. Il y a aujourd'hui beaucoup de peur dans le monde à propos de ce réalignement de l'ordre politique et mondial. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il s'agisse de sphères d'influence. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'hégémonie ou d'impérialisme traditionnel. Je pense que c'est transactionnel et que cela vient de quelqu'un qui a, avant tout, un complexe divin. Et en réalité, j'aime beaucoup de ces politiques, franchement. J'aime ces politiques plus que celles de Biden. Mais son manque de dignité, c'est ce qui me fait peur. Au départ, j'aimais bien l'idée que les États-Unis adoptent des politiques industrielles plus offensives pour se réindustrialiser. Je pensais que c'était une bonne approche, et j'espérais que quelqu'un en Europe défendrait la même chose. Mais la manière dont il s'y est pris, avec les tarifs douaniers et tout le reste, me semble largement contre-productive. Quant à la Chine, évidemment, le fait qu'elle dispose d'une base industrielle aussi massive implique aussi une énorme dépendance énergétique. J'ai entendu dire que comme la Chine est un très grand consommateur d'énergie, surtout de pétrole, elle exerce en réalité un effet de stabilisation important sur les prix. La Chine a construit d'immenses installations de stockage. Lorsque les prix sont bas, elle achète beaucoup de pétrole pour les remplir, créant ainsi une sorte de plancher des prix. Quand les prix montent, elle puise dans ses réserves, établissant plus ou moins un plafond des prix. Comment voyez-vous le rôle de la Chine sur les grands marchés internationaux de l'énergie? Est-ce un problème? Est-ce une difficulté liée à la diversification? Cherche-t-elle à atteindre une autosuffisance complète?
Et dans quelle mesure, du Venezuela au Moyen-Orient, les États-Unis prévoient-ils désormais des guerres successives? Est-ce une menace pour la sécurité énergétique de la Chine? Energy security for China. Donc, pour commencer sur ton idée de réindustrialisation, je suis en fait d'accord avec ce que Trump voulait. Je ne pense pas qu'il avait tort de dire que l'Amérique doit se réindustrialiser. Cela crée des emplois, et sur le plan géopolitique, c'est un risque pour la sécurité nationale, non? C'est dangereux quand tous tes antibiotiques et ton ibuprofène sont fabriqués en Chine et en Inde, non pas parce que la Chine et l'Inde ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles ont réussi à surpasser l'Amérique. Donc l'Amérique doit créer un écosystème pour attirer la production manufacturière. Elle devrait le faire, mais de manière équitable, pas par la coercition économique. Et il suffit de regarder la situation. Trump a essayé de convaincre, tu sais, LG, et je crois que c'était Hyundai, de construire des batteries dans le sud des États-Unis. Puis la police en a arrêté 400 ou 500 parce qu'ils n'avaient pas les permis de travail nécessaires. C'est donc un exemple de plus qui montre pourquoi l'Amérique ne se réindustrialisera pas tant que les politiciens ne sauront pas se coordonner. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie, je pense que le Venezuela est un rouage important, mais pas essentiel pour le pétrole chinois. Il ne représente qu'environ 4%. Le problème bien plus important, c'est l'Iran. Le pétrole iranien couvre environ 20 à 30% des besoins pétroliers de la Chine. C'est donc clairement quelque chose qui préoccupe Pékin en ce moment. L'instabilité et les manifestations à Téhéran et dans le reste de l'Iran, et la question de savoir si le fils de l'ancien Shah pourrait revenir et prendre le pouvoir si Khomeini était renversé. C'est assurément quelque chose qui effraie la Chine, car elle a encore besoin de pétrole. Elle essaye de réduire sa dépendance pétrolière, mais il n'y a qu'un nombre limité de réserves auxquelles elle peut accéder. C'est pourquoi il y a beaucoup de tensions en mer de Chine méridionale. Il y a là des gisements pétroliers encore inexploités, et la Chine veut revendiquer ce territoire pour s'approprier ses ressources. Mais la Chine mise énormément sur le nucléaire. Elle investit aussi massivement dans les éoliennes. Si vous allez en Mongolie intérieure, au Hebei, au Xinjiang, dans de nombreuses provinces chinoises, vous verrez des éoliennes parsemer tout le paysage. Je ne comprends donc pas très bien ce que Trump voulait dire l'autre jour quand il a affirmé que la Chine n'avait pas d'éoliennes. Elles sont partout, elles sont immenses. Mais de toute évidence, le pétrole reste indispensable, même avec toutes les énergies renouvelables et le nucléaire. La Chine continuera à dépendre des importations en provenance d'Iran et d'autres pays. C'est pourquoi ce qui se passera en Iran dans les prochaines semaines sera crucial pour l'économie chinoise et sa dépendance au pétrole. Permettez-moi de poser une dernière question. Que voyez-vous se passer en Chine au cours des prochaines années? Quelle est la principale orientation, ou peut-être pas une prédiction de type boule de cristal, mais vos attentes fondées sur la direction qu'ils prennent? Je pense que, vous savez, le gouvernement chinois a une philosophie différente de celle du gouvernement américain. Quand on regarde l'Amérique, je pense que ses dirigeants veulent être élus. Donc ils concentrent leur politique sur la satisfaction des gens de leur circonscription, des habitants de leur État qui voteraient pour eux. Ils veulent plaire aux Elon Musk, aux Ken Griffin de Citadel, aux Peter Thiel, aux George Soros, parce qu'ils veulent récolter des dons politiques. Et je pense que ça crée la possibilité pour les riches de devenir vraiment très riches en Amérique, n'est-ce pas? Si tu as 22 ans et que tu veux devenir entrepreneur, l'Amérique est supérieure à la Chine si ton objectif est de t'enrichir.
Parce que je ne pense pas que le gouvernement américain se soucie vraiment des classes à faible revenu et de la classe moyenne. Ils diront que oui, mais au bout du compte, ils se préoccupent de leurs donateurs politiques. En Chine, en revanche, Glenn, comme personne ne les élit et qu'il n'y a pas de transition régulière du pouvoir, si les décideurs ne font pas bien leur travail, il y aura des protestations et peut-être des révolutions. Donc la Chine se concentre sur la majorité plutôt que sur la minorité. Ce que je vois se produire au cours des prochaines années, c'est que la Chine va continuer à essayer d'améliorer la qualité de vie de ce que j'appelle dans mon livre The Split, les 90%, les Chinois des classes populaires et moyennes. Ils vont croître au cours des 5 à 10 prochaines années pour atteindre environ 800 millions de personnes. Et ils tenteront d'offrir un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation. Leur objectif est de créer une société modérément prospère. La Chine ne veut pas d'une société dirigée par des oligarques, car en réalité, ce que nous avons aux États-Unis est essentiellement une plutocratie. Ils veulent contribuer à construire cette classe moyenne, et je vois cela se concrétiser au cours des 3 à 5 prochaines années. À long terme, cela va créer des opportunités pour les 10% les plus riches de gagner de l'argent en vendant de l'éducation, en vendant des soins de santé. Mais ce ne sera pas le capitalisme déchaîné et effréné que l'on trouve aux États-Unis, où les dirigeants de l'industrie pharmaceutique ou de l'assurance gagnent 10, 20, 30 millions de dollars par an ou plus en tant que PDG. En Chine, on dira à un PDG, « Vous pouvez probablement gagner quelques millions par an, mais nous allons imposer des plafonds de prix afin que les 90% restants puissent avoir accès aux traitements les plus récents contre le cancer ou le diabète. » Je pense donc que la Chine va continuer à bien croître de manière stable et à maintenir un environnement assez sain, avec une classe moyenne sûre, de bonne qualité et solide. Mais encore une fois, si vous voulez devenir extrêmement riche, allez en Amérique, allez à Austin, peut-être dans la Silicon Valley. Ce ne sera pas en Chine. La Chine sera une société modérément prospère. C'est intéressant. Eh bien, avant que vous ne partiez, où les gens peuvent-ils vous trouver? La meilleure façon de me trouver, c'est dans les librairies. Vous pouvez lire mon livre intitulé The Split, Finding the Opportunities in China in the New World Order. Il est sorti il y a environ 1 an et reste d'actualité, avec des chapitres sur l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les terres rares. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter ou LinkedIn. Il est possible que je lance mon propre podcast dans les prochains mois, mais je n'en suis pas encore certain. Parfait. Je laisserai un lien vers votre livre dans la description. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Glenn, de m'avoir invité. Ce fut un véritable honneur. Bonne année à vous et à votre public. Et merci de m'avoir permis de partager peut-être une perspective différente de celle que beaucoup de gens ont sur la Chine aujourd'hui. Merci.